Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. L'objectif du webinaire animé à la fois par Elancy et par Axis, ça va être de vous parler et d'échanger avec vous sur les sujets relatifs à la donnée. Donc on revient sur le titre du webinaire, la donnée, nouvelle or noire du reporting extra-financier. Donc l'objectif aujourd'hui, et l'agenda du jour, on va se présenter rapidement nos deux cabinets, revenir sur les principaux éléments, les éléments clés, les principaux éléments méthodologiques relatifs à la CSRD, et puis surtout creuser les différentes étapes en fait de la production du reporting CSRD, mais sous un angle donné, en précisant étape par étape finalement quels sont les grands enjeux de la donnée et comment adresser ces grands enjeux. Et on espère pouvoir garder un petit peu de temps en fin de réunion pour pouvoir prendre quelques questions et y répondre et partager vos retours avec vous. Bonjour, enchanté. Donc Florent Joly. Moi, je suis directeur au sein de la BU Finance chez Axis Consultant et je suis également donc, référent RSE au sein d'Axis et également membre de la Convention des entreprises pour le climat au niveau consulting. Je reprends la main. Donc Arnaud Pascal, je suis directeur au sein des équipes fonctions centrales d'Elancy. Donc je travaille essentiellement au contact des fonctions risque et conformité et j'interviens depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi sur des thématiques de durabilité et depuis un peu plus de 9 mois spécifiquement sur les sujets CSRD. Voilà, bonjour à tous, moi je suis Elisa Camarani, je suis consultante chez Elancy et je travaillais sur des différents projets, surtout liés aux thématiques de finances durables et les applications de réglementation type que CFTR, taxonomie. Et plus récemment aussi, je travaillais sur pas mal de projets liés à la donnée EG, donc EG Data, et en son intégration pour répondre notamment à cette exigence découlant de la réglementation. Et plus récemment, donc, on commence aussi sur la CSRD. Rapidement, donc Axis Consultant, c'est un cabinet donc, spécialisé en conseil en management. Donc on a 35 ans d'expérience, cabinet indépendant avec 240 consultants. Donc, on a différentes pratiques qui sont donc articulées autour de la finance, des achats, de la data, du marketing, avec deux filiales, une Neosite spécialisée dans les projets SAP et une Odyssey dans les travel. Et on a une offre globale transverse sur la RSE, sur lesquelles donc, nous adressons bien évidemment donc, tous les reportings extra-financiers liés à la CSRD. Et puis, on aura également une approche aux achats inclusifs, la décarbonation, l'économie circulaire. On parlera également de taxonomie. Et on a une grosse approche également au niveau de la data, justement sur des data architectes ou data analystes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes également membres de la Convention des entreprises pour le climat. On a pour objectif donc de travailler sur une offre régénératrice et également nous partageons avec d'autres cabinets de conseil les bonnes pratiques et bonnes méthodologies liées à la CSRD et à travers cette convention des entreprises, nous appliquons également la CSRD chez Axis. Et côté Elancy, du coup, donc comme vous pouvez le voir, Elancy, cabinet de conseil en organisation et en management, qui accompagne principalement des clients bancaires sur l'ensemble des métiers, des business lines de la banque, donc que ce soit côté banque d'investissement, gestion d'actifs, banque privée, retail ou assurance. Donc cabinet d'à peu près 300 consultants avec 5 implémentations, notamment une implémentation, et merci à Elisa d'être aujourd'hui avec nous, au Luxembourg. Et donc on a, au-delà des différentes business teams du cabinet, une équipe ou une tribu qui s'occupe principalement de tous les sujets de finances durables et qui donc accompagne nos clients à la fois sur des thématiques d'organisation, de structuration, de filière RSE par exemple, des thématiques d'implémentation de projets réglementaires, dont le projet CSRD, pour lequel on accompagne d'ores et déjà un certain nombre de nos clients. Alors, on va démarrer la présentation ou le rappel des principes clés du reporting CSRD. Voilà.
Pour nous, après, je vous laisserai compléter. Mais oui, on commence avec un tout petit intro sur la CSRD, juste pour rappeler à quoi sert cette directive et de quoi il s'agit. Donc, dans le cadre en fait, du pacte vert de l'Union européenne, le Green Deal, cette directive vise à améliorer l'ensemble des informations disponibles pour comprendre les impacts environnementaux et sociaux des entreprises. Cela donc a pour but d'aider les entreprises eux-mêmes à maîtriser leurs impacts, les risques, mais également les opportunités à leverager pour adopter des pratiques durables, et ainsi que de fournir une majeure transparence aux investisseurs, aux consommateurs et à toutes les parties prenantes pour comprendre en fait les positionnements des entreprises sur le volet durabilité. La directive, on va explorer par la suite, elle demande des efforts significatifs de reporting et donc elle cherche également à promouvoir la convergence, l'harmonisation des informations qui sont publiées, et y compris des indicateurs de performance, et l'exactitude de leur transparence est censée visiblement améliorer. Donc là, globalement, la directive se pose comme une initiative très ambitieuse, une des plus ambitieuses pour favoriser aussi la transition vers une économie durable. Et si on regarde aussi les scopes de cette directive, il est vraiment très large. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Claire. En fait, on estime qu'il y a 50 000 entreprises qui seront impactées globalement par cette directive. Pas tout au même moment. L'exercice de scoping n'est pas simple, mais en grande ligne, à partir de 2025, on aura toutes les entreprises qui étaient déjà soumises à une directive NFRD, donc Non-Financial Reporting Directive. Ces entreprises qui étaient déjà soumises vont devoir rapporter en 2025 sur la donnée 2024, ainsi que toutes les grandes entreprises européennes qui remplissent au moins un deux de trois critères définis dans les textes réglementaires, donc sur le nombre de salariés, chiffre d'affaires ou bilan. Progressivement, de 2025 jusqu'à 2029, il y aura des autres entreprises qui seront impactées, qui vont rentrer dans le scope. Donc, les grandes entreprises cotées, les PME cotées, et ensuite aussi des entreprises non européennes avec un certain chiffre d'affaires supérieur à 150 000 en Europe. Donc, on entre en scope progressif, mais vraiment très large comme champ d'application. Et en parallèle aussi en publication de textes, des références réglementaires qui se fait progressivement dans le temps. Pour rappel, en fait, les premiers textes, la directive CSRD est entrée en vigueur il y a un an et son transposition en droit national doit être faite avant la fin de cette année. Par contre, on a des États type la France qui ont déjà fait ça, donc le texte est déjà disponible, ainsi que les normes vraiment techniques qui définissent les thèmes, les métriques, les indicateurs sur lesquels reporter. Ça, c'est les ISRS, développés par une agence, l'EFRAG. Donc, les ISRS, ils sont déjà disponibles pour celles qui sont en fait générales, et les ISRS sectoriels sont en train de construction et doivent être publiés d'ici aux prochaines années normalement. Si on passe là. Donc, très rapidement, on voit un peu qu'est-ce qu'il y aura dans le reporting. On va rentrer plus dans les détails vraiment de comment on arrive à publier cette information. Mais déjà ici, pour vous donner une idée générale, vous pouvez voir que le reporting en fait adresse plusieurs dimensions, de la dimension de modèle d'affaires et vraiment stratégie de l'entreprise, y compris les opportunités en matière de durabilité, à la dimension type de la gouvernance et les rôles des comités de direction, des comités de surveillance et les politiques et les actions mises en œuvre par l'entreprise sur le volet encore durabilité. Tout cela sera reporté en fait selon le prisme de la double matérialité, donc c'est-à-dire un peu l'analyse de double matérialité, c'est cette analyse des risques, opportunités qui permettent l'identification de thèmes sur lesquels en fait reporter, en plus des exigences standards et générales qui s'appliquent à tout le monde. On va rentrer encore dans les détails sur qu'est-ce qu'on veut dire exactement pour analyse de double matérialité, mais juste à rappeler que c'est en fait une des étapes clés de cette directive.
qui permettent à la fin, juste pour terminer, l'identification aussi des informations précises à publier, y compris les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui doivent être divulgués. Je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà. Merci, Elisa. Du coup, oui, on voit que, en fait, on a souvent tendance à penser, quand on parle de reporting extra-financier, qu'on est vraiment sur un sujet de publication et finalement de collecter un certain nombre de données. Alors oui, c'est effectivement un sujet de collecte, consolidation, voire de transformation de données, mais il y a aussi en amont toute une série d'étapes qui vont pouvoir nourrir finalement cette production et cette collecte de données. Et également un périmètre finalement de points de données qui est assez structurant, comme le rappelait Elisa à l'instant, avec finalement des thématiques qui reviennent, quelle que soit finalement la norme ou le standard de reporting dont on parle ou qu'on souhaite adresser, des thématiques autour desquelles ces normes et ces standards sont articulés. Donc là, on vous a juste fait un petit rappel de ces différentes thématiques-là, en fait, que ce soit pour le standard transverse 2, dans lequel on doit publier un certain nombre d'informations qui figurent sur ce slide, ou les standards thématiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces standards s'articulent en fait de la même façon à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va être dans un premier temps sur des thématiques de gouvernance, ensuite sur des thématiques relatives à la partie stratégie, enfin sur la partie gestion des impacts, risques et opportunités, et en dernier sur l'identification en fait des métriques, des différents indicateurs et des différentes cibles ou objectifs. Donc on a une articulation et des thématiques qui sont les mêmes, bien évidemment pas avec le même impact en fonction des différents standards thématiques, puisque là, donc, on a l'ensemble des éléments qui sont rappelés et qui constituent finalement les informations à publier au titre du standard 2, donc du standard transverse. Donc, on retrouve certaines parties en complément avec des demandes de précision complémentaires dans les différents standards thématiques au niveau environnemental, social et de gouvernance. On a un certain nombre de données et de thématiques de durabilité à traiter dans le cadre de ces standards. Donc là, on a repris en fait la structure qui est portée par la réglementation, dans laquelle on trouve 10 thèmes de durabilité principaux qui recouvrent les 10 standards thématiques. Et un certain nombre de sous-thèmes et de sous-sous-thèmes qui sont importants à identifier et à prendre en compte, notamment dans le cadre de l'analyse de double matérialité, on le verra plus tard, et qui font aboutir du coup à potentiellement, encore une fois, selon les résultats de cette analyse de double matérialité, sur un total de points de données qui peut dépasser le millier. Étant entendu qu'on anticipe qu'il y aura finalement assez peu d'entreprises ou d'entreprises déclarantes qui seront sujettes à une publication à ce niveau-là, avec ce volume-là. Mais du moins, c'est le total théorique de points de données qu'on peut avoir. Donc, beaucoup d'éléments relatifs à la donnée, beaucoup d'informations à publier, à la fois sur la partie transverse et également sur les différentes thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et là, juste pour vous donner une idée et faire un petit rappel sur les volumes, donc on vous a remis l'ensemble finalement des points de données par standard. Donc dans ce tableau, vous avez l'ensemble des sections du rapport finalement. Donc on a 84 sections aujourd'hui qui correspondent à ce qu'on a appelé les exigences de publication ou disclosure requirement en anglais. Et pour chacune de ces exigences de publication, on a bien évidemment des sous-points de données et donc un certain nombre d'informations qui vont venir constituer la réponse apportée dans le cadre de ces exigences de publication, avec une prédominance quand même de données qualitatives, donc à la fois du texte pur ou des points d'information qui demandent à la fois du texte et certains métriques. Et puis un certain nombre de points de données, donc à peu près 30%, qui là sont vraiment purement des métriques, donc la partie quantitative, et pour laquelle on anticipe un certain nombre de difficultés en termes de collecte et de consolidation d'informations, notamment sur certains standards, typiquement le standard E1 sur le changement climatique, le standard S1 sur l'effectif des entreprises, notamment à partir du moment où l'entreprise est une entreprise internationale, avec potentiellement des écarts de réglementation entre les réglementations locales, les réglementations sociales, j'entends, donc des difficultés d'évaluer l'applicabilité
de ces points d'information ou de ces informations à publier et l'impact que ça peut avoir sur la collecte de ces informations-là. Merci Arnaud. Donc, comme l'a dit effectivement Elisa, il y a déjà des entreprises qui sont soumises donc, à des réglementations, notamment la DPEF. Donc les données en termes de RSE sont déjà présentes dans de nombreuses entreprises. Elles ont déjà commencé donc, à mesurer les impacts de leur action spécifique à chaque pilier RSE. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intégration du développement durable et des enjeux de court ou long terme dans la stratégie des entreprises. Les indicateurs environnementaux se concentrent principalement sur la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme dans les exemples présentés dans ce slide, ces données peuvent provenir du volume d'émissions de l'entreprise, de la part de production et de fabrication en France ou à l'étranger, ou encore de la part de gaz à effet de serre compensés. Nous pouvons y trouver également des données liées au déplacement professionnel ou encore pourcentage des déchets recyclés, voire la gestion, consommation d'énergie et d'eau. Les indicateurs sociaux visent à mieux suivre les initiatives liées à l'égalité des chances, à la diversité, à l'inclusion, à l'hygiène, à la sécurité sur le lieu de travail, ainsi qu'au développement des collaborateurs. Enfin, les indicateurs sociétaux visent à répondre à divers enjeux. Par exemple, l'un des enjeux peut être les achats responsables qui nécessitent des données concernant les fournisseurs, comme le pourcentage de leurs exportations, le pourcentage de leurs importations pour un produit, leur label. On peut également y inclure des indicateurs liés à la lutte contre la corruption, le respect de la transparence des rémunérations des dirigeants ou des actionnaires. Cette liste-là qu'on vous présente n'est pas forcément exhaustive. Chaque entreprise devra choisir ses indicateurs les plus pertinents à mesurer et à suivre en fonction de son activité et de son secteur, et également de sa stratégie en matière de responsabilité. Ces indicateurs seront à ajouter à l'analyse financière de l'entreprise. Il est donc important de suivre ces indicateurs et de disposer de données de référence. Merci Florent pour cette première présentation. Et du coup, on voulait aussi un peu de la façon dont je l'ai rappelé dans l'introduction, adresser le sujet organisationnel également. Comme je le disais tout à l'heure, on est donc effectivement sur un exercice de reporting, mais c'est pas seulement un exercice de reporting et il faut pas seulement avoir en tête finalement le produit fini, donc le rapport avec les points de données qui y sont intégrés. On a en amont de ça une exigence de revue de l'organisation, d'autant plus que, notamment dans les points d'information qui sont demandés au titre du standard 2, le standard transverse, on a quand même un certain nombre d'informations qui portent sur la description de l'organisation, de l'entité déclarante, de l'ensemble de ces méthodologies, avec des points d'information qui peuvent être assez précis, notamment sur la composition des instances dirigeantes, le niveau de compétences et d'information de ces instances, et puis tout un tas de points de données et de points d'information qui sont demandés, donc sur des aspects plus organisationnels et description des processus. Donc là, l'objectif, c'était de prendre un petit exemple sur la partie gouvernance, donc sur le standard G1, donc pour lequel on a un certain nombre d'indicateurs, de points de données, de métriques qui sont demandés, notamment sur la façon dont l'organisation et l'entité déclarante couvrent les sujets de risques liés à la législation anti-corruption, anti-pot de vin, et plus globalement la façon dont l'entité déclarante finalement intègre les problématiques et les risques qui vont avec autour de la bonne conduite des affaires et de l'éthique en matière de conduite des affaires. Donc on a un certain nombre de points d'information qui sont demandés, mais qui ont en amont des impacts sur finalement l'organisation de l'entité déclarante pour couvrir l'ensemble de ces éléments-là, à la fois d'un point de vue métier, définition des éléments stratégiques et définition du cadre finalement qui va couvrir et qui va permettre d'intégrer l'ensemble de ces informations, et au niveau finalement de l'ensemble du cadre de contrôle interne. Donc à la fois au niveau
des premières lignes de défense, donc les différents métiers qui sont en première ligne sur ces sujets-là. Et puis également la seconde ligne de défense, composée de la conformité et composée des risques en général, qui vont s'assurer qu'on a bien un ensemble de politiques et de procédures, qu'on a bien les bons processus qui permettent de couvrir ces risques-là ou ces impacts négatifs et qui vont permettre, in fine, de nourrir les informations qui seront amenées à être publiées dans le rapport. De façon plus globale, on est sur un projet d'implémentation, sur une réglementation qui va impliquer beaucoup d'acteurs. On va avoir à la fois des acteurs au niveau métier, que ce soit front, middle, back, notamment pour la partie et data office, pour la partie fourniture des points de données, fourniture des informations brutes, et puis un certain nombre de fonctions également qui vont être impliquées. Donc, comme je le mentionnais précédemment, à la fois la fonction risque, conformité, mais également la fonction RH, notamment pour se mettre en position de répondre aux points d'information qui sont demandés dans le cadre du standard S1 sur les collaborateurs de l'entreprise, la fonction juridique, la fonction finance, bien évidemment, qui va permettre de pouvoir consolider un certain nombre d'informations, notamment sur la partie environnementale, et la partie achat, notamment pour couvrir la question de la relation avec les fournisseurs et certains points d'information spécifiques, typiquement les informations relatives aux délais de paiement qui sont portés dans le standard de gouvernance. Donc finalement, le fait de pouvoir assurer une bonne collaboration et une bonne coordination au niveau de l'ensemble de ces équipes contributrices et de ces intervenants-là, c'est ça qui va permettre d'arriver à collecter, à consolider l'ensemble du set de données et de réaliser les étapes amont qui vont permettre de définir le périmètre de ce set de données à publier, à la fois sur des aspects propres à l'entreprise, donc au niveau de son modèle économique, de sa stratégie, la définition et l'identification donc des impacts ou des incidences, risques et opportunités, et puis tout ce qui va autour, ce qui est couvert par les sections identifiées sous le label Minimum Disclosure Requirement dans la réglementation, donc l'ensemble des politiques, des plans d'action, des cibles, et puis plus globalement l'ensemble des indicateurs qui sont demandés, à la fois au niveau des opérations propres, mais également au niveau de la chaîne de valeur de l'entité déclarante, donc que ce soit la chaîne de valeur amont au niveau de ses fournisseurs ou producteurs et la chaîne de valeur aval au niveau des clients, des distributeurs par exemple. Donc la CSRD est en train de bousculer les organisations de reporting sur le quantitatif. Nous pouvons dès à présent voir qu'il n'est pas toujours évident de mobiliser les propriétaires de la donnée, quand il y en a un, et de leur faire remonter les informations nécessaires. Comme vient de l'expliquer Arnaud à juste titre, nous avons une multiplicité de sources de données internes, SIRH, base de données financières, suivi des ventes, rapport opérationnel, suivi des achats, et potentiellement chacun a sa propre structure de données, ses formats spécifiques, ses systèmes de stockage distincts. Donc l'harmonisation de ces données requiert souvent des efforts et des coûts importants de transformation, de normalisation, d'intégration pour les rendre cohérentes et exploitables. Nous avons également des sources de données externes pour compléter les analyses RSE, comme des données provenant des fournisseurs, des organisations indépendantes ou open data. Il peut y avoir également des difficultés dans la collecte de ces données externes avec des problématiques d'accès, des problématiques de format spécifique, parfois même des exigences de sécurité. La qualité et la fiabilité des données seront importantes tout au long du processus de construction qu'on verra par la suite dans le rapport de durabilité. Là, on est en train de dire en fait que les indicateurs RSE sont en train de devenir aussi importants que l'EBITDA. Les équipes finance doivent donc se former à la CSRD, aux enjeux et aux indicateurs ESG, mais également à la data, à la donnée. La donnée extra-financière devra être mise au même niveau de qualité, d'auditabilité et de disponibilité que la donnée financière. Si je caricature, on peut dire qu'il faudra faire en 1 an ou 2 ans ce qui a été fait en 20 ans sur la donnée financière. Donc les directions financières et RSE doivent travailler en étroite collaboration avec des experts des données, comme des data analystes, des data architectes, ou soit développer eux-mêmes ces compétences en matière de données telles que la préparation et l'analyse, ainsi que la gestion de projets impliquant les données. Les équipes financières devront, et ça va être un point très important, valoriser les impacts RSE
en euros. Suivre ces indicateurs en matière de risque également et d'opportunité. Lorsque les entreprises donc, ne disposent pas de données fiables ou disponibles, il sera possible de les collecter, comme je l'ai précisé, auprès d'un fournisseur externe. Cependant, attention, d'un fournisseur à un autre, on peut avoir une forte variabilité sur ces données externes. Donc c'est là où toutes les équipes financières devront appliquer leur méthodologie, leur savoir-faire qu'ils ont mis en œuvre durant des années pour justement accompagner l'entreprise, accompagner les autres directions pour mieux piloter ce rapport de durabilité, ces indicateurs de durabilité. On en a parlé rapidement et je ne vais pas rentrer dans tout le descriptif, mais il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des must-have de la gestion de données, donc le référentiel. Le référentiel, dans tous les secteurs, c'est un indispensable et on sait que c'est le prérequis, on va dire, à une bonne gestion de la donnée. On va parler de la gestion responsable, donc la gestion responsable donc, et éthique. Il y a également tout ce qui va être transparence et responsabilité. On parle d'impact environnemental, c'est de plus en plus important également, même sur la donnée. Et puis la gestion des risques et cybersécurité, on a pu voir récemment de nombreux exemples de fuites de données, de cyberattaques. Donc la donnée en tant que telle est vraiment très importante. Merci Florent. Et du coup, là, on va passer vraiment au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de reprendre les différentes étapes de la production du rapport et surtout d'échanger notre vision et finalement nos convictions par rapport à ces enjeux-là et par rapport aux principaux points d'attention, je dirais, sur le traitement de la donnée pour chacune de ces étapes. Donc, en gros, nous, on a identifié 6 étapes clés dans la définition et dans la production du rapport, dans le processus de bout en bout. Donc, on va avoir un certain nombre d'étapes qui portent sur la définition du périmètre, qui est vraiment une étape amont clé, bien évidemment, pour identifier l'ensemble des points d'information à publier dans le cadre de son rapport. Et puis, ensuite, une deuxième grande phase qui est plus sur la production opérationnelle du rapport en tant que tel. Et donc, c'est là où finalement, on va être plus dans la partie collecte, utilisation de la donnée, transformation, consolidation pour la production du rapport, sans oublier, bien évidemment, le sujet d'amélioration continue. Un point, encore une fois, à garder en tête, c'est qu'on n'est pas sur un exercice one-shot, c'est un exercice qui va perdurer dans le temps, qui va probablement s'élargir compte tenu du fait qu'aujourd'hui, comme on le mentionnait précédemment, on a un certain nombre de guidelines et de normes, mais qui sont des normes qui ne sont pas spécifiques à quelques standards de l'industrie que ce soit. Or, comme le disait Elisa tout à l'heure, on va avoir de nouvelles normes qui seront introduites probablement entre 2025, 2026, 2027, qui porteront dans un premier temps sur les secteurs industriels qui sont les plus polluants, je dirais, ou les plus exposés à ces thématiques de durabilité-là. Donc, un périmètre de normes et de facto de points de données qui va s'élargir dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir, dès les premiers exercices, pas forcément le premier, mais assez rapidement, être en mesure de constituer un modèle de données assez puissant, justement pour pouvoir permettre d'intégrer de nouvelles données qui seront demandées dans ces nouveaux standards. Donc, le diagnostic de maturité, c'est vraiment le point d'entrée, on va dire, du rapport de durabilité. L'analyse de l'existant, donc et ce diagnostic sont nécessaires pour identifier ce qui est présent et absent en termes de données. Pas que, mais ça va être l'un des points importants. Le calcul des indicateurs seront regardés sous l'angle de la CSRD. La qualité de la donnée extra-financière est donc analysée à travers différents axes. On regardera l'exhaustivité de la donnée, bien entendu. On regardera l'exactitude de la donnée. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est correcte? On va regarder la normalisation de la donnée. On pourra parler de comparabilité sur plusieurs périmètres, par exemple. On va regarder la cohérence également de la donnée. Donc, par exemple, est-ce que la donnée d'une filiale ne peut pas être supérieure à celle du groupe? On va regarder si je peux me permettre, la fraîcheur de la donnée, également l'accessibilité. On parlera également de la conformité de la donnée. On parle beaucoup de la RGPD. Également, donc, l'intégrité de la donnée et la sécurité de la donnée. Donc, à travers
les différentes sources, les différents domaines business unit qu'il peut y avoir, hein, que ce soit, encore, comme on l'a dit, les RH, les achats. On ira vraiment cartographier un peu partout ces 7 étapes que je viens de citer. Voir également au niveau de la gouvernance s'il y a un propriétaire de cette donnée et comment on le gère derrière. Et ensuite, ça nous permettra, on va dire, d'avoir une première analyse des plans d'action à mettre en place, justement pour gérer la donnée. Il est important que dès le début du projet, cette métrique soit vraiment prise en compte. Il y a certaines entreprises qui vont démarrer dès l'analyse du scope 3, on va dire, au niveau de cette première étape-là. Nous, nos convictions et nos recommandations, c'est vraiment analyser d'entrée toute la gestion de la donnée sous l'angle de la CSRD. Merci Florent. Donc, ensuite, quelle est une des étapes cruciales et essentielles vraiment dans l'identification et la construction du rapport CSRD, c'est celle qu'on appelle l'analyse de double matérialité. Donc, c'est une étape clé de ce processus qui sert notamment à identifier les thématiques de durabilité qui seront sujettes à la publication au titre de standards thématiques, donc les SRS comme on venait de mentionner. Mais aussi, en fait, l'analyse de double matérialité, elle cherche à identifier les incidences matérielles qui doivent être déclarées par l'entité et les plans d'action cibles et les ressources qu'il faudra mettre en place pour atténuer ou remédier à cette incidence. Donc, c'est un exercice de divulgation, de publication, mais qui cherche aussi à avoir des impacts, comme Arnaud correctement disait, vraiment matériaux pour l'entreprise et concrètes. Globalement, comment ça se déroule, cette analyse de matérialité? Donc, en grande ligne, on commence pour une analyse qu'on appelle d'environnement, donc qui demande de mapper déjà les risques et opportunités sur chaque thème de durabilité pour l'entreprise elle-même, pour les opérations propres de l'entreprise et pour sa chaîne de valeur. On a ensuite un premier exercice de confrontation entre l'analyse des opérations de risques de durabilité, des opportunités de durabilité au sein de l'entreprise avec celle de ces parties prenantes. Donc, cet exercice inclut toujours une forte intervention de la partie prenante qui est aussi, on peut dire, nouvelle dans les analyses, dans les exercices, dans les méthodologies d'analyse de double matérialité. Donc, suite à cette confrontation, le premier point de croisement, on rentre dans celle qui est l'analyse de matérialité, qui demande en fait des efforts considérables en termes des indicateurs. En fait, l'exercice consiste dans l'évaluation de la matérialité, à la fois de l'impact, de la matérialité d'impact et de la matérialité financière. Donc, on a ces deux dimensions et c'est pour ça qu'on l'appelle analyse de double matérialité. Mais comment on fait ça concrètement? En fait, il faut définir plusieurs indicateurs existants et aussi les sous-jacents pour arriver à identifier les IRO, donc les risques, les opportunités, d'un point de vue de durabilité, d'un point de vue aussi financier. Donc, par exemple, dessous de quel seuil je peux identifier un thème comme les émissions de gaz à serre matérielles pour les entreprises de mon activité. Il y a tout cet exercice de méthodologie qui doivent être fait au sein de l'entreprise et considéré par rapport à ces parties prenantes. L'output de cet exercice, quel sera en fait l'output à une identification des thèmes, une matrice de durabilité qui nous permettent d'identifier les thèmes ESG qui sont matériaux pour mes opérations et pour mes parties prenantes, donc qui seront croisés et concaténés aux thèmes publiés dans les standards, dans les normes CSRD et qui vont indiquer les différentes exigences des publications concrètes de la CSRD. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux compléter un peu ce que je venais de dire. Juste en complément, du coup, pour synthétiser et puis pour faire part de premiers retours d'expérience. C'est vrai que là, on est sur des sujets, sur une méthodologie et sur une gymnastique, si j'ose dire, qui est assez nouvelle pour l'ensemble des entités qui vont être assujetties.
Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'entités assujetties qui ont déjà l'habitude de l'exercice de risk assessment. Donc c'est vrai que sur la partie risque, donc le R de Hero, on va être sur des méthodos ou sur des thématiques qui sont d'ores et déjà relativement connues. Encore que ce qu'on peut voir, c'est que pour identifier et pour analyser un risque de réputation, par exemple, on a un petit peu plus de mal que dès lors qu'il s'agit d'identifier ou de coter un risque qu'on peut rapprocher d'une catégorie de risque opérationnel. Mais c'est surtout sur la partie opportunité et sur la partie impact où là, on voit que l'exercice est quand même un petit peu plus compliqué. Et c'est notamment sur ces sujets-là qu'on va avoir un gros besoin de données, que ce soit de données externes, mais également de données internes dans le cadre de cet exercice-là. Données internes, parce que l'objectif, c'est quand même à la fois pour les opportunités, et quand je parle d'opportunités, là, je suis plutôt sur les opportunités business. Cet exercice-là demande vraiment de bien quantifier, de bien objectiver ou de bien valoriser finalement les opportunités que l'entité déclarante perçoit. Donc là, on est vraiment sur des sujets de stratégie et de savoir comment finalement, d'un point de vue stratégique, on quantifie et on objective les cibles, les ambitions de l'entité déclarante. Et puis sur la partie impact, à partir du moment où l'entité déclarante doit être en mesure d'identifier l'impact de son activité, de son modèle économique sur son écosystème, là également, ça demande en amont un certain nombre d'analyses à faire et un certain nombre de données à collecter et à consolider d'ores et déjà au niveau à cette étape-là. Et ensuite, on a effectivement l'analyse de matérialité et la méthodologie de cotation à proprement parler, où là, encore une fois, on va avoir besoin d'un certain nombre de points de données et d'indicateurs qui vont permettre de définir si un impact, un risque ou une opportunité sont matériels. Donc, on est vraiment sur ces deux étapes-là qui constituent au global l'analyse de double matérialité sur un besoin de données à la fois en interne mais également en externe qui va être de plus en plus important. Et on anticipe que les entités déclarantes devront, dans une certaine mesure, faire appel à des providers externes qui seront en mesure de fournir quelques éléments de benchmark et notamment qui permettront à l'entité déclarante de se positionner par rapport à ses concurrents notamment sur la partie impact. Et ce qu'on anticipe également aussi, c'est que pour cette année, pour les entités qui y sont assujetties, ça va être un peu un exercice, un premier exercice, mais qui aura surtout vocation de permettre aux entités déclarantes de se mesurer également par rapport à leurs concurrents et à leur compétition. Et on anticipe un besoin justement de pouvoir être en mesure de réaliser des benchmarks tout en faisant appel potentiellement à de la data provider qui pourra donner des résultats en la matière, mais même au niveau de l'entité déclarante en tant que telle, pouvoir se mettre en ordre de marche pour réaliser des benchmarks par rapport à sa compétition et donc intégrer un certain nombre de données à mettre en perspective par rapport à son analyse de double matérialité interne. Donc, comme l'ont dit Arnaud et Lisa à juste titre, la double matérialité, c'est vraiment le socle de la CSRD. Donc après avoir identifié les enjeux matériels et les ESRS, donc un travail d'analyse d'écart approfondi devra être mené pour identifier donc les erreurs ou incohérences de données, celles qui sont manquantes, effectivement, comme l'a dit Arnaud, potentiellement faire appel à une source externe, ou identifier donc un problème de normalisation et standardisation, et enfin de fiabilité et de précision de sources de données. Donc pour surmonter tous ces problèmes de qualité ou absence de données, il est essentiel donc de mettre en place des processus de contrôle et d'amélioration de la qualité des données. Cela peut se faire en plusieurs étapes. Un mécanisme de validation de la donnée, donc avec ou sans règles automatiques à définir, des procédures de nettoyage de données, des audits réguliers des données et des processus rigoureux de collecte. La normalisation des données et adoption des normes et de référentiels communs peuvent faciliter donc, la comparabilité, comme on l'a dit, et l'intégration des données provenant des sources différentes. Il est également possible, notamment au démarrage, d'estimer ou d'extrapoler des données. On a bien conscience que le travail et cette analyse d'écart le démontrera, que le travail peut être colossal pour une entreprise
qu'au démarrage, et notamment sur le premier rapport de durabilité, l'entreprise n'ait pas toutes les données nécessaires, ou en tout cas de qualité, pour transmettre les informations de durabilité. Il y aura des tolérances au démarrage, hein, et en revanche, nous, vraiment, on préconise la transparence, mais toute transparence devra en revanche mettre en place des plans d'action justement pour pouvoir améliorer cette donnée. Il faudra donc avoir des démarches proactives de gestion de la qualité des données afin, comme je le disais, de garantir l'exactitude et la fiabilité des analyses RSE. Donc on voit sur ce slide également qu'il y a différents points de données existants, hein. Le GRI étant l'un des plus connus, les FRAG également a transmis déjà un premier référentiel. Il va transmettre, comme le disait tout à l'heure Elisa, des ESRS sectoriels qui pourront également vous accompagner, vous aider. On a des fournisseurs de données externes, comme on le disait également sur le plan 3, là, qui pourront donc vous aider, Bloomberg étant l'une des références en la matière, et également donc après bien cartographier via le scope 1, scope 2 toutes vos données. Merci beaucoup, Florent Ernaud. Oui, donc en complément de cette analyse des cartes, on passe à la suite, à l'étape vraiment de la collecte et préparation, consolidation du reporting. C'est un peu l'exercice suite à l'analyse de double matérialité et de l'analyse de points de données existantes. La gap analysis de ce qu'on a, ce qui nous manque, ce qu'il faut pour arriver à compléter cet exercice. Donc, comme on a déjà un peu mentionné, je pense que c'est très clair que les données en fait, vont provenir de différentes sources, notamment on a des données de la donnée interne, de la donnée propriétaire, de la donnée liée au client, qu'on devra compléter, qu'on devra assembler, mettre ensemble à des données qui viennent de l'externe. Ça peut être des fournisseurs des données payantes, des fournisseurs des providers de données disponibles sur les marchés, mais aussi des databases, en fait, de la open data qu'on peut retrouver selon dans certains sites qui publient la donnée ESG, remonte des bonnes qualités, ou de la donnée qui vient du groupe ou différentes entités. Et quand tout c'est en fait, avec cette différentes sources, cette multiplicité différentes de sources, il y aura notamment des défis qu'on va explorer aussi liés à l'hétérogénéité de la donnée et la capacité de la intégrer pour à la fin arriver à calculer les indicateurs, les métriques sur lesquels je dois rapporter selon mon analyse de matérialité. Un autre challenge qui est en fait similaire, juste sur un niveau un peu différent, mais c'est aussi les formats et la dimension du temps. En fait, de la donnée, on aura certaines données qu'on peut considérer comme statistiques, type les données sur les contreparties, sur les clients, sur les produits, les données réglementaires, type le seuil de certaines réglementations, mais aussi des données qui seront dynamiques, donc des transactionnelles, financiers, ESG, des proxies. Donc, il faudra en fait mettre en place une architecture de données qui soit robuste et stratifiée, qui permettent de gérer toutes ces données de manière en fait, industrielle. Et un conseil aussi, c'est celui de consacrer un peu du temps à la gestion des données en termes de dictionnaire, de cartographie. Cela nous permettra en fait d'améliorer la qualité et de pouvoir faire un suivi, un monitoring de ces données tout au cours de production du processus de production de rapport du bout à la fin. Donc la divulgation du rapport, donc, comme nous l'avons évoqué, le rapport de durabilité devra être sur le même périmètre que le rapport de gestion. Les données devront donc être alignées sur le même périmètre consolidé, ce qui peut amener une certaine complexité, notamment pour certains indicateurs. Je pense particulièrement aux indicateurs liés à la taxonomie. Parfois, on aura besoin justement de données un peu plus détaillées et non agrégées. Le format d'intégration électronique unique européen facilitera donc l'accessibilité, l'analyse et la comparabilité des données. Les apps fournira un accès centralisé aux informations numériques. Donc, il faut vraiment bien avoir en tête que ce rapport de durabilité permettra donc une comparabilité
des résultats, ce qui pourra avoir des conséquences au niveau donc, de l'obtention des prêts, au niveau des conséquences également financières sur la valorisation de l'entreprise à terme. C'est un exercice, on va dire, qui ne va pas être simple au démarrage, hein, avec tous les principaux enjeux qu'on a vus liés à la gestion des données. Encore une fois, on va préconiser la transparence au démarrage, mais attention au benchmark, à la comparabilité par rapport aux concurrents, comme a pu le dire Arnaud tout à l'heure. Voilà, merci Florent. Et en fait, ce qu'on voulait aussi dire comme émettant en 6e étape à ce processus, c'est que l'exercice ne se termine pas au moment de la divulgation du premier rapport. Parce qu'en fait, on conseille de mettre en place cette architecture des données un peu industrielles pour améliorer cet exercice dans le temps, pour pouvoir aussi se modifier, pour pouvoir être flexible par rapport à différentes réactions qui vont faire suite à la publication du premier reporting, mais aussi pour savoir s'améliorer en interne sur en fait, cet exercice qui est encore un exercice de divulgation, mais aussi un exercice de réorganisation interne et d'évaluation en fait, de son propre positionnement sur les volets durabilité. Donc, juste pour faire tout cela, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Gérer une amélioration continue dans le temps. Là, par exemple, on a mis un cas concret en fait, de définition de la gouvernance des données. En fait, on parle des données ESG qui sont variables, peut-être pas volatiles au quotidien, mais quand même très variables dans les temps, qui vont être transformées et qu'on va intégrer de différentes sources qui peuvent changer aussi dans les temps. Donc, c'est vraiment clé de définir des rôles, des responsabilités sur l'ensemble de ces données ESG pour s'assurer d'avoir la bonne visibilité sur les impacts, les dépendances, de choisir un fournisseur plutôt qu'un autre, de choisir un donné interne plutôt qu'un externe. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait si je change dans le temps ma structure pour gérer en fait cette reporting. Donc ici en fait le schéma c'est celle d'une gouvernance déjà vraiment très stratifiée où on assure vraiment d'avoir une bonne visibilité sur ce changement de la donnée dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode reporting CSRD, mais aussi autres reporting qui demandent des données ESG et qui sont impactés par cette gouvernance des données. Merci Elisa. Donc ce qu'on voit finalement au travers de ces 6 étapes, c'est qu'on a un certain nombre d'enjeux finalement, à la fois en termes d'identification de données, en termes d'exhaustivité, en termes d'exactitude de cette donnée, notamment je reviens sur l'étape qu'on décrivait précédemment sur la double matérialité, qui est vraiment l'étape structurelle qui va permettre d'identifier finalement le périmètre du rapport et pour lequel on a quand même besoin d'avoir un niveau de confiance suffisant pour s'appuyer sur une donnée de qualité pour mener cet exercice-là. Et puis, bien évidemment, également des enjeux de traitement de cette donnée, notamment au niveau de des phases de collecte et de préparation de la production du rapport, sans oublier, comme on mentionnait Elisa à l'instant, le sujet de qualité de données et de finalement capacité de l'entreprise ou de l'entité déclarante à mettre en place une organisation et une gouvernance qui permettront dans la durée de s'assurer de la qualité de cette donnée dans le temps. Donc, on souhaitait, du coup, par rapport à ces éléments-là, on vous avait remis un exemple finalement de cartographie des données qui a vocation justement à vraiment servir de dictionnaire et qui permet pour chacune des différentes étapes du rapport, d'identifier l'ensemble des points de données par typologie de données, et de suivre, notamment d'un point de vue qualitatif, la gestion de ces données-là, que ce soit au niveau de la collecte des données, au niveau du stockage, au niveau de la transformation et également au niveau de la publication, pour vraiment être en mesure d'effectuer, d'assurer un suivi de cette donnée, je dirais de bout en bout, tout au long du processus finalement de production du rapport, de la phase amont jusqu'à la phase de production en tant que telle, et puis sur la phase d'amélioration en continu.
Donc ça, c'est vraiment la dernière touche ou la dernière pièce, je dirais, à l'ensemble du setup ou de l'environnement de gestion de données à mettre en place. Et en fait, ça fait partie de nos convictions principales qu'on souhaitait partager, mais qui sont en ligne finalement avec les éléments de présentation qu'on a déjà pu décrire en les découpant par phase de production du rapport. Ce qui nous semble vraiment très important, c'est de pouvoir mettre en place un environnement de gestion de cette donnée, un modèle de données qui adresse l'ensemble de ces problématiques et de ces enjeux, que ce soit des enjeux de gouvernance, que ce soit des enjeux de référentiel, de vraiment bien structurer la donnée en tant que telle pour notamment en assurer la qualité. Également, s'assurer qu'on intègre l'ensemble du cycle de vie de la donnée dans cet environnement de gestion pour s'assurer qu'encore une fois, de la phase amont jusqu'à la phase de production et également la phase de suivi qui permet de faire perdurer finalement cette qualité dans le temps et de pouvoir intégrer dans la mesure du possible et en fonction des besoins de nouvelles données à adresser, parce qu'il faut aussi garder en tête que d'une année sur l'autre, une entreprise ou une entité déclarante peut avoir une modification de son périmètre de point de données. À partir du moment où on a une modification de l'activité, on ne va pas forcément avoir les mêmes impacts, risques et opportunités d'une année sur l'autre. Et de facto, on pourra avoir des points de données qui n'étaient pas publiés en année N-1, qui le deviennent parce que liés à un impact, risque et opportunité qui devient matériel dans le cadre de l'année N. Et pour soutenir tout ça, il y a bien évidemment, mais là encore, l'objectif et le retour d'expérience qu'on pourrait faire, c'est vraiment être en mesure de mesurer le besoin et de mettre en place une organisation qui soit efficace et qui réponde vraiment à ce besoin-là, mais plutôt en mode must-have pour l'instant. De mettre en place finalement les éléments d'architecture et les éléments d'automatisation à partir du moment où on a identifié des opportunités d'automatisation qui vont permettre de soutenir finalement l'ensemble de cet environnement de gestion de la donnée et qui vont permettre surtout d'assurer, l'efficacité du processus, notamment à partir du moment où des opportunités d'automatisation sont identifiées pour essayer d'alléger la tâche de collecte et transformation de la donnée pour l'ensemble des équipes qu'on mentionnait tout à l'heure, donc l'ensemble des fonctions et ou des équipes métiers qui peuvent être impactées. Et du coup, d'assurer la capacité d'intégrer de nouveaux indicateurs en tant que de besoin avec un setup ou une architecture qui est déjà suffisamment robuste pour permettre de soutenir le process de production au global. Sachant qu'on a aussi un enjeu qu'on a mentionné dans les étapes, dans la description des étapes précédentes, c'est la capacité à assurer la traçabilité finalement de l'ensemble des points d'information et des points de données qui sont intégrés dans le rapport, puisque on va avoir un rapport qui va être audité, dans un premier temps audité de façon limitée, compte tenu du fait que les auditeurs se focuseront principalement sur les éléments de méthodologie et s'assureront que finalement les éléments méthodologiques qui ont permis d'identifier le périmètre de points de données sont cohérents et sont corrects, mais également, dans un second temps, qu'on anticipe plutôt à partir de la publication de 2029, où là, on sera en mode full audit, a priori, et donc il faudra être en mesure de fournir pour l'ensemble des points de données qui seront intégrés dans le rapport, l'ensemble des éléments de traçabilité qui permettront de justifier finalement les indicateurs qui seront publiés et qui seront poussés dans ce rapport-là. Donc on a des enjeux de traçabilité, d'auditabilité et bien évidemment de disponibilité de la donnée au global. Donc, pour mettre en place finalement cet environnement de gestion de données, on a un certain nombre de conditions qu'on a déjà évoquées dans le cadre de la description des différents enjeux pour les différentes étapes. Bon, bien évidemment, la mise en place d'une gouvernance de la donnée transverse, donc qui va intégrer ou couvrir l'ensemble des équipes et des métiers qui sont impactés par la production de ce rapport. Une approche, donc, comme je viens de le mentionner, double, à la fois qui intègre l'ensemble des problématiques et l'ensemble des enjeux métiers, et notamment, je reviens encore au sujet identification de la matérialité, pour être en mesure de pleinement solliciter les métiers dans cet exercice-là, et notamment pour identifier les opportunités et les impacts. Comme je le mentionnais juste avant,
la mise en place d'une architecture qui permette dans la durée d'intégrer ou à contrario de sortir un certain nombre de points de données du périmètre de données à publier dans le rapport de l'ANN avec tous les enjeux qui vont avec sur les éléments de consommation et de distribution de la donnée et essayer autant que faire se peut d'éviter l'effet silo, mais au contraire de mettre en place un modèle cible qui privilégie la transversalité. Et puis, vraiment se focuser, on en parlait juste avant, notamment sur les dernières étapes qui sont vraiment la production et la présentation, publication du rapport, s'assurer et mettre en place un modèle de gestion de données qui assure et qui sécurise finalement la qualité de cette donnée, à la fois à court terme pour les éléments de contrôle qui seront mis en place par les auditeurs et les potentielles revues du régulateur, et puis à long terme pour permettre d'intégrer un certain nombre de points de données de façon sécurisée en fonction des évolutions, de l'évolution de l'activité de l'entité déclarante et donc de l'évolution de ses impacts, risques, opportunités et des points de données à publier en cohérence et en conséquence. Voilà, c'était un peu l'ensemble de nos convictions, retour d'expérience, présentation des principaux enjeux qu'on a identifiés dans le cadre des différentes étapes de production de ce rapport et de ce process qui, encore une fois, est plus qu'un rapport extra-financier. On a pu voir qu'on a quand même un certain nombre d'impacts, notamment organisationnels et potentiellement dans la mise en place d'un modèle de gestion de données dédié ou le renforcement d'un modèle de gestion de données existant. Donc, je ne sais pas si on a des questions par rapport aux éléments qui ont été présentés aujourd'hui. La première question, c'est que quand seront publiées les normes sectorielles, donc secteur finance et assurance? On parle de 2026. Ouais. Alors aujourd'hui, on n'a pas de date précise. C'est vrai qu'on a parlé de 2026. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un décalage dans le temps. Donc, on ne saurait pas dire à ce stade exactement quand elles vont être publiées, mais au plus tôt, a priori, toute fin 2025 ou plus probablement dans le courant de l'année 2026. La deuxième question, donc, c'est est-ce que l'entreprise qui reporte doit faire elle-même l'analyse des IROS des entreprises qui constituent sa chaîne de valeur? Oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais elles doivent être prises en compte effectivement parce qu'il peut y avoir des impacts au niveau aval, notamment qui peuvent venir avoir un impact financier, qui peuvent venir avoir un impact également organisationnel de continuité du business. Hein. Si par exemple des fournisseurs ne respectent pas, on va dire, certains critères, comme par exemple le travail, on va dire, des mineurs, ça peut venir perturber la chaîne de valeur. Et au final, cette chaîne de valeur, effectivement, il faut regarder en amont et en aval également les risques et opportunités qu'il peut y avoir. Plus, à mon sens, les risques. On vient de recevoir une autre question. Quel est le coût d'une telle démarche pour une entreprise déjà soumise à la NFRD? Donc, une telle démarche, j'imagine, tout le processus jusqu'au bout de la production du rapport. Il est assez difficile, si on parle de coût en termes financiers projet, c'est assez difficile de quantifier ça aujourd'hui. Ce qu'on voit, et une des raisons notamment pour lesquelles la CSRD a été publiée, c'est que finalement l'approche et le résultat finalement qui en ressort des rapports NFRD ou des PEF aujourd'hui peut être assez hétérogène en fonction des entités déclarantes. C'est une des raisons pour lesquelles la CSRD a été mise en place pour être beaucoup plus prescriptive et pour laisser beaucoup moins de marge de manœuvre, je dirais, aux entités assujetties. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les différentes DPEF qu'on peut regarder, on n'a pas forcément une homogénéité d'information. Et bien évidemment, en amont de ça, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une homogénéité en termes d'analyse. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est que pour les besoins de la production du rapport de durabilité CSRD, encore une fois, on est sur
une problématique de reporting, donc avec un produit fini, un certain nombre de points de données à publier, mais qui exige, et j'espère qu'on a pu bien le décrire dans la présentation d'aujourd'hui, qui exige en amont un certain nombre d'étapes d'analyse et de structuration qui impliquent à la fois les équipes métiers, mais également les différentes fonctions. Donc, on a, au-delà des aspects de données purs, on a des thématiques d'organisation, de mise en place de gouvernance, potentiellement de mise en place ou de renforcement de modèles de données, d'architecture IT qui vont permettre de soulager les équipes impactées et de vraiment supporter le processus de bout en bout. Donc tout dépend finalement, je dirais, bon, c'est un peu une réponse de Normand, je suis désolé, mais tout dépend un petit peu de l'ambition qu'on souhaite, qu'on souhaite apporter pour la réalisation de la production de ce rapport-là, et surtout, encore une fois, de l'ambition à court, moyen terme, notamment compte tenu du fait qu'on va avoir a priori, et c'est un peu le sens de l'histoire, de plus en plus d'informations à publier, justement pour assurer cette transparence dont parlait Florent. Voilà, on anticipe que c'est un sujet qui va grossir, qui va continuer à grossir, notamment avec l'adoption et la publication des normes sectorielles. Et donc, pour anticiper ça, il va falloir d'ores et déjà mettre, bien évidemment, sous condition de budget, on y revient, il va falloir mettre en place l'ensemble de l'organisation et de l'architecture qui permet d'assurer une qualité de la publication sur la durée. Donc aujourd'hui, c'est difficile à quantifier. Tout dépend de l'ambition et de l'activité de l'entité. Si on a une entité qui dit, bon, bah, finalement, pour moi, j'ai bien évidemment ma norme transverse, mon standard transverse 2 à publier parce que c'est obligatoire. Et puis, par rapport aux normes thématiques, finalement, j'ai quelques sujets sur la gestion des ressources circulaires, quelques sujets sur la biodive et quelques sujets sur les collaborateurs de mon effectif, mais le reste, je considère que c'est pas matériel. On va avoir finalement un périmètre de points de données qui est assez restreint par rapport à un grand groupe international qui est beaucoup plus exposé à beaucoup plus de thématiques, qui là, pour le coup, va avoir un périmètre beaucoup plus large. Donc, c'est ce périmètre de points de données à publier et également à prendre en compte dans la définition des aspects budgétaires ou financiers de la mise en place d'un tel projet. On avait une question également, est-ce que toutes les entreprises soumises à la NFRD sont soumises à la CSRD? Alors, oui, mais pas forcément sur la même année. C'est-à-dire que, comme Elisa l'a dit, les entreprises soumises à la NFRD, normalement, doivent publier en 2025, sur les données de 2024, leur rapport de durabilité. En revanche, il y a quand même une petite précision qui concerne les entreprises à intérêt public, hein, donc les EIP. Il faut que celles-ci soient sur un marché coté. Et ça va être cette distinction-là qui va faire que certaines entreprises qui étaient soumises à la NFRD devront pas reporter en 2025, mais plutôt en 2026 sur les données de 2025. Donc cette notion de IP est quand même importante à prendre en compte pour celles qui étaient soumises à la NFRD. On a D'autres questions? Dans les groupes consolidés, est-ce que les filiales hors Europe doivent contribuer à la collecte des données et donc au reporting? Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça toute la difficulté. Et ce que je mentionnais tout à l'heure sur la partie sociale, on va être en présence évidemment de réglementations qui ne sont pas exactement les mêmes. Typiquement sur un indicateur qui demande le décompte des effectifs par genre, donc hommes, femmes, autres ou non genrés. On a un certain nombre de géographies ou de territoires pour lesquels cette information, notamment non genrée, n'est pas une information légale en tant que telle. Donc au niveau de la réglementation locale, il faudra faire attention effectivement à bien prendre en compte et à publier les informations en fonction des réglementations locales, ce qui rajoute un petit peu de difficulté au niveau des groupes internationaux, parce qu'on a donc cet enjeu d'alignement avec les réglementations locales.
Je crois que c'était la dernière question. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je crois qu'on a dépassé un petit peu l'heure. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre participation et pour vous être connectés aujourd'hui. Et je crois de toute façon, on vous enverra un email par la suite avec le lien si vous souhaitez consulter le replay du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. On essaiera d'y répondre également, que ce soit Florent, Elisa ou moi-même. Voilà, si on a des questions qui nous viennent très rapidement, on pourra également essayer d'intégrer nos réponses dans le cadre de l'email qui vous sera envoyé. Voilà, pour essayer de répondre à vos questions et à vos besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.